Donc, j'invite donc Hugues Mouret donc, à ouvrir son micro, sa vidéo et partager son écran. Donc, bonjour Hugues, ça fait plaisir de se retrouver, même à distance. Bonjour Dominique, ça va? Je dirais un des porte-parole des pollinisateurs en France. Toi, donc, et ton association pardon, Arthropologia, excuse-moi. Donc, sur la région lyonnaise, mais bien au-delà, donc vous êtes très actif. Hein, vous avez participé activement donc, à l'organisation des assises sur les pollinisateurs donc, à Lyon en 2019. Donc, à toi la charge d'ouvrir cette matinée. Donc, en dressant, je dirais, une description très large du panel des pollinisateurs et surtout des menaces qui pèsent sur eux. Donc, écoute, à toi la parole. Merci bien et merci de m'accueillir dans cette journée. On est vraiment content de participer à cette journée dédiée aux espaces naturels parce que c'est vrai que les choses commencent à bouger autour des pollinisateurs et il y avait une dynamique avec les abeilles sauvages, avec la constitution de groupes, Apoidea gallica, l'Observatoire des abeilles. Et c'est vrai qu'à côté, il y avait d'autres groupes qui étaient quand même plutôt actifs, notamment les CIRF avec Véronique et son mari. Et puis les Amphidides, il reste aussi d'autres groupes qu'on ne va pas traiter ce matin, mais qui sont intéressants, qui sont probablement négligés. Je pense au Tantraide que je vais évoquer rapidement. Voilà, en tout cas, merci de m'accueillir. On est une association naturaliste militante et j'ai la lourde tâche donc, de vous introduire le pourquoi du comment est-ce qu'on va parler de ces choses-là et de la biodiversité d'une manière générale. Donc la biodiversité, c'est un ensemble d'organismes qui vivent au travers de leurs gènes dans des écosystèmes et qui assurent des processus transversaux de fonctionnement naturel. Voilà, et cette biodiversité, eh bien, elle a un certain nombre de groupes clés de voûte, hein, sans vouloir hiérarchiser, qui assurent une fonctionnalité primordiale. Et c'est le cas des pollinisateurs, c'est le cas de cette fonction écologique majeure, fonction écologique qui sont des naturels, fonctionnant naturellement, mais qu'on a recentré pour nous au travers de services écosystémiques, de services qui nous sont rendus, donc qui sont anthropocentrés, qu'on appelle approvisionnement, régulation culturelle. Et donc, selon la classification de la FAO que vous voyez là, le service de pollinisation est rangé dans les services de régulation. Donc ça, c'est le contexte humain dans lequel on peut trouver un intérêt pour nous ou pour la nature, puisqu'on va voir que quand même la pollinisation est quand même efficace pour l'ensemble de la nature, et c'est quand même le postulat de départ. Donc d'un point de vue définition, la pollinisation, c'est le transport d'un grain de pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle de la même espèce, de préférence, enfin, d'un organe mâle à un organe femelle, les fleurs peuvent porter les deux organes, et c'est notamment le préalable incontournable au croisement des gènes, et donc la fécondation croisée qui assure la plasticité, la capacité d'adaptation, etc. Et pour les plantes, c'est ni plus ni moins que la production de leur bébé, à savoir les graines, les pépins, les noyaux, etc. Alors, je vais remonter un petit peu en avant, un petit peu plus loin, hein, pour parler rapidement de l'histoire de la Terre, mais vous rappeler que la Terre, juste pour refixer les idées, elle a 4,6 milliards d'années d'existence et que la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. La reproduction s'exclut finalement assez rapidement, hein, 1,5 milliard d'années, et vous voyez que les premiers animaux n'ont que, entre guillemets, sous 500 millions d'années, époque à laquelle à peu près l'atmosphère s'est stabilisée, ce qui a permis la sortie des eaux des premières plantes, suivi des animaux, évidemment, avec les premiers arthropodes, et on trouve les premiers insectes dès 400-410 millions d'années. Alors ensuite arrivent les amphibiens, les arbres, les plantes à fleurs, et c'est là que c'est étonnant parce qu'on pensait jusqu'à récemment que les plantes à fleurs et les insectes avaient des rapports depuis 140 millions d'années. Or, une étude suisse récente a montré qu'il y a des rapports depuis 240 millions d'années. Donc ça, c'est un élément quand même majeur. Ça veut dire que depuis 240 millions d'années, il existe des phénomènes de coévolution entre les insectes et les plantes. Pour rappel, la petite partie rose qui s'est affichée en bas, vous voyez que des hommes à 7 millions d'années, que notre genre a 2,5 millions d'années, que l'homme moderne a 100 000 ans, et que finalement on s'est sédentarisé il y a 12 000 ans, et que les gros dégâts qui débouchent de la révolution industrielle ont moins de 200 ans. Donc à l'échelle de l'histoire de la Terre, ça reste quand même une fraction assez infime dans laquelle on a réussi à faire pas mal de dégâts. Alors, la pollinisation, on parle de 300 000 espèces d'angiospermes, hein, les plantes à fleurs, les plantes qui sont les plus connues. On exclut évidemment les fougères, les algues, les mousses, etc., qui sont pollinisées, dont le système de reproduction est différent. Et vous voyez que l'eau, quand même, transporte le pollen de 150 espèces. C'est ce qu'on appelle l'hydrogamie. Le vent, l'anémogamie, transporte le pollen pour 20 000 espèces, mais l'essentiel est transporté par des animaux avec quand même 12 000 vertébrés. On en aura une évocation tout à l'heure. Et puis au moins 100 000 invertébrés, probablement plus, et essentiellement des insectes.
Alors, ce service de pollinisation, ben, voilà quelques éléments chiffrés qui nous aident à peser dans le débat public et pour lesquels c'est un élément qui vient s'ajouter aux éléments prépondérants que sont le maintien des milieux, la reproduction des plantes à fleurs, le substrat de vie de la biodiversité de manière générale. Et donc, c'est les premiers éléments, c'est-à-dire près de 90% des plantes à fleurs sur la planète bénéficient de l'activité pollinisatrice des insectes pour se reproduire. Donc, ce n'est pas du tout anodin, on parle des paysages et de pratiquement 9 plantes sur 10. Ce qui est le cas des 3/4 de la nourriture, de la diversité de ce qu'on mange, ça représente 35% du tonnage, puisqu'évidemment, les gros volumes sont faits avec des céréales, du riz, du maïs, du blé, etc. Mais c'est l'essentiel de la diversité des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines qu'on peut trouver dans les fruits et dans les légumes. Et alors ce chiffre, ce service a été chiffré. Là aussi, c'est encore assez choquant pour nous quand on chiffre des choses et qu'on en tire un bénéfice et qu'on ne chiffre pas d'autres dont on ne voit pas un bénéfice direct, mais pourtant qui a un fonctionnement majeur. Il y a des risques de confusion, d'hierarchisation et on risque de dédaigner certains services et certains groupes de faune ou de nature qui sont pour autant tout à fait primordiaux. Alors, c'est des chiffres qui sont assez hallucinants quand on se dit qu'on cherche quelques millions ou centaines de millions par-ci par-là. Vous voyez qu'on parle ici de centaines de milliards d'euros sur la planète, donc ces chiffres sont quand même assez énormes. Bon, revenons à notre sujet, la zoogamie, la pollinisation par les animaux, elle concerne donc 90% des plantes, essentiellement des insectes, donc on parle bien du maintien des paysages là. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le nombre et la diversité des pollinisateurs influent sur, évidemment, puisqu'elle influe sur la reproduction, sur la diversité végétale et sur la composition des communautés végétales. Et à l'inverse, la perte des pollinisateurs, de la diversité, de l'abondance des pollinisateurs, menace ni plus ni moins la composition et la pérennité des communautés végétales. Donc on comprend bien que s'agissant de perturber la communauté et les communautés végétales, on a des éléments qui sont conséquents sur la faune plus globalement, sur les sols, sur le nourrissage des sols, sur la pénétration de l'eau, sur la rétention d'eau. Bref, on a une modification totale des milieux à terme, dont d'ailleurs certains éléments sont visibles avec un léger recul de la faune, de la flore entomophile, mesurée en 2006 dans la grande étude qui a marqué d'une pierre blanche le gros déclin des pollinisateurs en Europe de l'Ouest. Donc, si on prend les différents groupes, évidemment, vont venir aujourd'hui avec peut-être plus que les autres, c'est les insectes et les trois ordres que sont les hyménoptères, les diptères et les lépidoptères. Donc papillons pour les lépidoptères, mouches, moustiques, autant pour les diptères, et puis abeilles, guêpes, fourmis pour les hyménoptères. Mais il y a aussi pas mal de coléoptères. Vous verrez qu'il y a aussi beaucoup d'autres insectes qui sont peut-être moins efficaces, mais qui probablement transportent également du pollen, malgré eux. Et puis il y a d'autres groupes de faune que vous voyez ici, dont on aura d'ailleurs des exemples assez intéressants, puisque tropicaux, qui se passent en Guyane. Pour autant, l'état des connaissances est quand même assez sporadique encore, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis longtemps. Donc Bertrand Schatz sera en charge de nous présenter cet état des connaissances et vous verrez qu'on a besoin de monde, on a besoin de terrain, on a besoin de relais, on a besoin de chercheurs, on a besoin de naturalistes. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe qui est en train de se former et l'aventure qui est en train d'arriver. Voilà quelques exemples un petit peu originaux d'oiseaux, de chauves-souris, de rongeurs, de geckos, des Felzuma qui sont des geckos nectarivores, ou d'invertébrés zoobentophiles qui assurent une pollinisation de plantes aquatiques. Voilà quelques exemples un petit peu originaux, et vous aurez donc des détails avec Sylvain et Quentin qui nous parleront de pollinisation en Guyane. J'ai hâte de voir cette présentation. Revenons à ce moment-là maintenant plus sur la relation fleur-insecte. Les insectes viennent chercher du nectar et du pollen. Un nectar qui est le produit sucré par excellence et qui leur donne l'énergie nécessaire au vol. C'est-à-dire grâce aux fleurs que les insectes peuvent voler. Il y a une relation directe sur la mobilité. Et tous les animaux qui vont dans les fleurs sont floricoles. Certains assurent un transport du pollen. On les appelle des pollinisateurs. Évidemment, l'efficacité est divergente. Donc les insectes visitent une grande diversité de fleurs. En assurant ce travail de pollinisation, ils vont assurer l'attraction de beaucoup d'autres animaux qui viennent se nourrir dans les fleurs et qui assurent à ce moment-là une autre fonctionnalité sous forme de larves notamment. Les cirphes arrivent grâce aux fleurs et vont avoir pour un certain nombre des larves qui vont manger les pucerons. Donc on a des phénomènes de prédation, de parasitoïsme avec les taquinaires par exemple, de recyclage de matière avec les longicornes. On a d'autres fonctionnalités qui sont attirées avec les fleurs et grâce donc aux pollinisateurs. Et une fois que toute cette faune est installée, on a les super, entre guillemets, prédateurs qui peuvent venir se servir des proies, et j'entends les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les chauves-souris, les mammifères, etc. En termes de diversité des pollinisateurs, en France, on a 8000 espèces d'hyménoptères, 6500 diptères et 5000 lépidoptères. À peu près tous vont dans les fleurs au stade adulte.
Pour les 10 000 coléoptères, tous ne vont pas dans les fleurs, il y en a quand même pas mal, mais tous ne vont pas dans les fleurs, donc le chiffre n'est pas à prendre dans son ensemble, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres ordres, et si on compare, vous avez sur la droite des éléments qui vous permettent de comparer les différents groupes. Vous voyez qu'en France, on a 34 amphibiens, 39 reptiles, 400 oiseaux, je vous rappelle 8 000 hyménoptères, 6 500 diptères, donc près de 40 000 espèces d'insectes, et donc évidemment, c'est une diversité et une abondance qui est nettement supérieure, bien que on a vu cette diversité, cette abondance et cette biomasse chuter dans les 10 ans ou dans les 30 ans avec des études qui ont été menées récemment, notamment en Allemagne, et qui sont assez effrayantes. Alors voilà pour terminer, un rapide tour des groupes d'insectes pollinisateurs ou floricoles, un très rapide diaporama. Donc voilà les papillons, les lépidoptères dits hétérocères qui ont des antennes différentes. Donc c'est différents groupes de papillons de nuit. On retrouve les noctuels, les phalènes, les pyrales, mais vous aurez tous les détails avec Pascal Dupont qui va vous détailler, qui va vous informer sur les papillons. D'autres exemples de papillons pris notamment lors d'inventaires pendant des chasses de nuit, où vous trouvez des noctuels, vous trouvez des phalènes. Évidemment, les bombix, qui sont des énormes papillons, bien qu'ils n'assurent pas de travail de pollinisation efficace parce qu'ils n'ont pas de pièces buccales, mais ça reste quand même des grosses bestioles intéressantes. Les sphinx, qui eux sont évidemment plus connus pour leur vol stationnaire et capables de polliniser d'autres plantes, notamment grâce à leur grande trompe. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'intéresse peu à la pollinisation nocturne. Il y a des éléments qui se passent aussi la nuit, et même des relations qui existent entre les papillons, les fleurs qui sont pollinisées la nuit et qui s'ouvrent la nuit, qui bénéficient pour une part d'une activité des insectes diurnes, et à l'inverse, les fleurs qui fleurissent la journée peuvent aussi bénéficier d'une activité des insectes nocturnes. Bref, les choses sont toujours plus compliquées qu'on a tendance à les présenter. Voilà aussi l'autre groupe de papillons, les rhopalocères, ceux qui ont des antennes en forme de massue et qu'on nomme papillons de jour, avec les deux premières familles que vous voyez ici, en haut les pierrides, et en dessous les papillonides avec le macaron, le flambé, etc. Avant-dernière diapo sur les papillons de jour, les vannesses, les nymphales, toute cette grande famille de paon-de-jour, belles dames, petites tortues, Robert le Diable, demi-deuil, etc., qui sont des papillons assez majestueux. La plupart n'ont que 4 pattes, puisque les 2 pattes sont atrophiées, ce qui en fait quand même une exception chez les insectes. Les deux dernières familles de papillons, les lycènes, qui sont globalement bleus, mais vous ne voyez pas tous, puisqu'il y en a qui sont oranges, il y en a qui sont verts. C'est ce qu'on appelle les azurés, dont il existe au moins une soixantaine d'espèces en France. Pas toujours évident à distinguer, mais vous allez en avoir des détails très récemment, très prochainement. Et puis les hespéries, qui sont un petit groupe de papillons de jour, qui a probablement fait la transition entre les papillons de nuit et les papillons de jour. Il semblerait que ce soit le groupe transitoire, et qui ressemble d'ailleurs un petit peu aux deux groupes. On change d'ordre maintenant avec les coléoptères. Je vous rappelle, il existe près de 10 000 espèces en France, mais principalement, on va trouver les cétoines, qui sont des scarabées, qui vont brouter les pièces florales et donc faire des dégâts parfois, mais assurer pour autant un travail de pollinisation sur les fleurs qu'elles n'auront pas broutées en y déposant du pollen. Le rôle qu'elles apportent aussi, c'est que sous forme larvaire, elles sont saproxylophages, elles décomposent du bois pourri, ce qui est aussi le cas des longicornes que vous voyez ici, dont d'ailleurs beaucoup de photos nous montrent des longicornes en train de se nourrir dans les fleurs et remplis eux-mêmes de pollen. Donc là aussi, les larves vont se développer dans le bois en décomposition, donc restituer de la matière organique carbonée au sol, ce qui est quand même structurant pour les sols forestiers, mais aussi pour les sols prairiers ou en lisière de bois ou en lisière de haies. Ça permet de fournir une matière de qualité et durable. Et évidemment, en fonction de leur taille, ils vont se développer dans les petites branchettes, les branches ou les plus gros troncs ou les souches. C'est encore le cas des buprestes, qui sont des insectes très estivaux, très rapides, taillés en balles de fusil, qui décollent extrêmement rapidement, mais qui vont se nourrir dans les fleurs et dont les larves se développent dans le bois en décomposition également. Une autre famille que vous connaissez bien, les coccinelles, qui ne sont pas du tout assimilées aux fleurs, qui chassent notamment des petites bêtes comme les pucerons, mais à certaines périodes où les pucerons peuvent manquer, et c'est le cas notamment en fin d'hiver, elles peuvent aller dans les fleurs chercher un petit peu de pollen, un peu de protéines, le pollen étant chargé en protéines, pour pallier cette carence. Donc à ne pas négliger non plus l'ensemble des insectes dont le rôle premier n'est pas d'aller se nourrir dans les fleurs et assurer un travail de pollinisation. Voilà d'autres familles de coléoptères. Vous trouvez des clairons, vous trouvez des mordélides, vous trouvez des taupins, des ragoniques, etc., des charançons, qui vont se nourrir tout ou partiellement dans les fleurs et qui également peuvent transporter du pollen. On change d'ordre maintenant avec les diptères. Je ne vais pas m'étendre sur le premier groupe des nématocères, ceux qui ont des antennes filiformes. Vous voyez que ce n'est pas le cas du mâle en bas à droite, mais c'est le cas de la majorité des groupes, qui se nourrissent dans les fleurs et donc assurent un travail de pollinisation pour les petites fleurs également.
Et ce n'est pas tellement le sujet et je ne suis pas vraiment spécialiste de ce groupe-là. On va étendre plus sur les mouches au sens large, alors qui sont extrêmement nombreuses, diversifiées, mais qui assurent donc pour elles un travail de recyclage de matière organique, les excréments, les cadavres. Elles vont les dégrader sous forme grâce à leurs asticots et puis les restituer au sol. Et les adultes vont assurer un travail de pollinisation en allant se nourrir dans les fleurs. Et c'est absolument pas négligeable. Donc, je brosse un certain nombre d'autres familles de mouches avec les stratiomides, dont les larves se développent dans l'eau, les tans, que vous connaissez bien pour les femelles qui peuvent piquer du sang, notamment en été. Vous voyez qu'elles ont quand même des yeux magnifiques. Autant profiter de ces belles bestioles plutôt que les éclater systématiquement. Et puis les amphibides, qui sont une famille de mouches prédatrices, notamment pour l'Amphicellata à gauche qui chasse des mouches. Mais là, bien sûr, vous aurez des détails, je ne vais pas m'étendre là-dessus, avec Christophe, d'autant plus c'est une famille que je connais mal, mais ça fait partie de toutes ces familles, parce que là, quelques familles de mouches ont été présentées, il y en a 2 autres qui arrivent, mais il y a énormément de familles qui ne sont pas présentées, représentées ici, qui ne seront pas représentées aujourd'hui, et qui font partie de ces floricoles et de ces pollinisateurs. C'est le cas des taquinaires, ces mouches qui assurent aussi, au-delà de la pollinisation, un travail de parasitoïsme des mouches et des chenilles, donc tout à fait intéressant comme mixture, et vous le voyez, notamment à part en haut à gauche où c'est un achillée millefeuille, elles sont très liées aux ombellifères, donc voilà le fenouil, la berce, les carottes, les moyens d'attirer des taquinaires comme des cirfes. Cirrhes, c'est la dernière famille que je vous présente sur laquelle je vais aller très vite, les épurateurs et les commensaux qui vivent soit dans les eaux usées, soit dans les nids de bourdons et de frelons, comme vous pouvez les voir sur la ligne du bas. Et puis les cirrhes qui vont manger des pucerons sous forme larvaire, les aphidiphages. Donc là, vous aurez évidemment tous les détails très prochainement avec Véronique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Parmi les hyménoptères, on a Étentraide, ce groupe qui serait temps de considérer. Il y a des gens qui travaillent dessus et qui sont notamment qui ont besoin de les brosser pour repérer certaines plaques et les déterminer parce qu'ils sont souvent couverts de pollen. Donc un rôle de pollinisateur tout à fait intéressant. Les ichneumons, qui sont des parasitoïdes, et les microhyménoptères aussi, qui viennent pondre à l'intérieur d'autres larves et pour lesquels la protection des cultures est tout à fait intéressante quand elles viennent piquer dans les pucerons, dans les carpocaps, etc. On a aussi les pompiles, qui sont des guêpes solitaires, chasseuses d'araignées. Vous les voyez là en train de paralyser des araignées et les transporter dans leurs trous. Les guêpes sociales, qui elles sont bien connues pour les grenilles qu'elles peuvent réaliser, éventuellement les piqûres qu'elles peuvent procurer, mais qui assurent un travail de chasse des guêpes, des chenilles et des mouches tout à fait aussi intéressant en termes de protection des cultures. On a les guêpes solitaires avec les eumènes, où vous trouvez des paralyseurs ici qui paralysent des chenilles. Donc là aussi, c'est particulièrement pertinent pour la protection des cultures. On se rapproche maintenant du groupe des abeilles avec les sphégiens, qui sont des paralyseurs, aussi des paralyseurs de chenilles, des paralyseurs de mouches, des paralyseurs de pucerons, des paralyseurs de punaises. Il en existe des centaines d'espèces qui assurent un travail de protection des cultures en paralysant des proies, en les stockant dans un nid et en nourrissant leurs larves avec. Ce que font les abeilles aussi, mais les abeilles se nourrissent exclusivement de pollen et de nectar. Elles sont devenues végétariennes. Vous aurez tous les détails avec David. Aussi la présentation rapide des andrènes, des alites et des collettes, qui sont 3 premières familles à langue courte, et puis les familles à langue longue avec les mégachilles, les abeilles coupeuses de feuilles, les abeilles cotonnières, les abeilles maçonnes. Et la dernière famille, ce sont les apides, où on trouve les abeilles à longues antennes, les ocères, les abeilles de ruche, mais également les abeilles charpentières, les bourdons, les anthophores au printemps ou les amégiles l'été, et puis les abeilles coucou. Donc là, je laisserai David vous donner tous les détails. N'oubliez pas que d'autres ordres d'insectes sont aussi présents dans les fleurs et qu'il est nécessaire d'avoir une diversité pour avoir une efficacité. Je termine simplement en disant que les pollinisateurs sont menacés, vous le savez. Les causes sont connues, évidemment, la destruction des habitats, les pollutions, tout azimut, et puis d'autres éléments liés aux activités humaines. Mais si on se concentre sur les 2 premières, en tout cas sur la première, la perte de refuge et de nourriture en France, elle s'établit à près de 2 millions de kilomètres de haies coupées, les 2 tiers des zones humides asséchées et des millions d'hectares de prairies naturelles détruites. Donc voilà, les mesures à mettre en œuvre un peu de partout, c'est inverser les causes de ces effondrements et donc agir sur les pollutions, la destruction des habitats et la connectivité. Ça veut dire pour nous tous s'impliquer partout et tout le temps, et toutes les forces disponibles. Évidemment, il faut mobiliser les secteurs agricoles, l'agriculture d'une manière générale, les espaces non productifs en premier lieu, mais aussi tous les espaces qui sont privatifs, les parcs, les espaces verts, les bords de route, les espaces verts d'entreprise, les jardins résidentiels, de copropriété, d'habitat collectif, les pieds d'immeubles, etc., et les jardins privatifs, dans lesquels il est nécessaire de réinstaller de réaménager des solutions simples qui consistent à amener de la nourriture variée, indigène, étalée, de l'eau, une mosaïque d'habitat et toutes ces zones de réservoir, pouvoir les connecter entre elles au travers de corridors. C'est ni plus ni moins que rendre le gîte et le couvert. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse confiance à la nature. Ça veut dire qu'on doit
utiliser des solutions simples qui sont efficaces, qui sont éprouvées depuis des centaines de millions d'années, c'est favoriser le spontané. La renaturation se fait par la banque de graines présente dans le sol qui mène un certain nombre d'étapes de colonisation végétale. Vous pouvez récolter des graines ou des boutures dans l'environnement proche. Et si vous devez en acheter, à ce moment-là, tournez-vous vers Végétal Local qui commence à avoir une structuration assez intéressante et qui est capable de vous fournir des graines comme des boutures de ligne. Alors pour conclure, il est nécessaire de partager les ressources et l'espace, et ça veut dire de planter des essences indigènes évidemment partout et rapidement, ce qui permet de fournir de la nourriture, ce qui permet de fournir des éléments de nidification. Ça veut dire retarder, décaler, augmenter la hauteur de fauche et proscrire les tontes, évidemment. Ça veut dire laisser le plus possible de zones en jachère ou en libre évolution, laisser tous les éléments qui se dégradent sur le site, le bois mort, la terre qui a été excavée, le sable, les tas de pierres, etc., et reconnecter ces milieux. C'est évidemment ce que vous faites sur les espaces naturels, mais il est nécessaire maintenant de le faire bien plus largement. Alors pour vous accompagner, c'est la dernière diapositive, sachez que les 4 structures que sont le GDR Polynéco, dont vous aurez Bertrand comme représentant et même responsable bientôt, l'Observatoire des abeilles OA, l'OPI, l'Office pour les insectes et l'environnement, et Arthropologia, se sont regroupés sous une petite une enseigne Cap Pollinisateur qui va défendre les intérêts des pollinisateurs, notamment en termes de lobbying auprès du ministère, et qui se positionne pour piloter le 2e PNA autour des insectes pollinisateurs. Voilà. J'espère avoir été pas trop long et vous avoir donné les premiers éléments pour rentrer dans ce monde, et je vous remercie de votre attention. Je reste disponible pour des questions. Merci, merci Hugues. On savait qu'on pouvait compter sur ton dynamisme pour introduire cette matinée. Donc je regarde en fait, est-ce qu'il y a une main qui se lève pour des questions? On pourrait en prendre au moins une. Oui. Alors, peut-être, je te demanderai, parmi les causes du déclin, en fait, qu'est-ce qui coince le plus au niveau de notre société, je dirais, pour la préservation des pollinisateurs, quoi. Au niveau changement climatique, habitat, pratiques agricoles, pesticides, focalisation sur les abeilles mellifères, dis-nous en plus. Ben oui, il y a un petit peu, il y a tout un petit peu. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui vit à 200 à l'heure, où on s'intéresse à des tonnes de choses et finalement pas à la base qui nous permet même de vivre. Notre nature est en train de disparaître, chacun se mobilise dans ce type de réseau, mais vous comprenez bien qu'au regard de la population française ou mondiale, on reste quand même tout à fait anecdotique. Et c'est vrai que les mesures qu'on met en place à l'échelle de petits territoires ne sont pas suffisantes. Même à l'échelle d'une réserve naturelle, aussi grande soit-elle, il faudrait qu'on puisse connecter tous ces espaces qui ne sont pas dédiés à la protection de la nature dont je parlais et dont peuvent faire partie les jardins. Aujourd'hui, et c'était le cas, c'est le cas tous les jours, j'ai eu un petit bois qui était en recolonisation spontanée, qui a été ravagé hier, simplement parce que ça poussait, que c'était la folie de la friche de la nature et qu'on ne peut pas laisser ces choses-là s'établir. Et en fait, il y a un véritable problème sur le manque de confiance en la nature. On cherche toujours des solutions à packager des mélanges de graines, des mélanges pour les haies, à essayer de modeler des choses qui marchent plus ou moins bien. Et en tout cas, ce qui ressort et ce qui dure, c'est ce que la nature a bien voulu faire germer sur place. Même pour les plantes exotiques, invasives. Là aussi, je n'ai pas tout à fait le même regard que tout le monde. C'est un des problèmes, il est même considéré comme un des problèmes liés à l'effondrement de la biodiversité, mais c'est un problème avant tout dû aux milieux qui sont perturbés. Les plantes invasives, aux capacités d'adaptation qui arrivent dans un milieu très perturbé, s'installent de façon abusive, alors que si les milieux sont fonctionnels, ça n'existe pas. Et donc, c'est toute cette complexité qu'on a du mal à remettre en place. C'est vrai que quand on se dit, on perd de la pollinisation, on a de moins en moins de pollinisateurs, on met de plus en plus de ruches pour essayer de combler ça. Et je n'ai absolument rien contre les ruches, les apiculteurs et les produits de la ruche, je suis même fan de tout ça et je me soigne qu'à ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que là, on est en train de dire, les oiseaux sont en train de disparaître, il n'y a plus de vautours, il n'y a plus de moineaux, il n'y a plus de martinets, il va falloir qu'on mette des ruches de partout. Il va falloir qu'on mette des poulaillers de partout. C'est exactement ça qu'on fait. Les abeilles domestiques, aussi intéressantes sont-elles, sont comparables aux poules domestiques, aussi intéressantes soient-elles. Elles sont modifiées génétiquement, on les nourrit, on leur fabrique une maison, on les déplace, on les soigne, ce qui n'est pas le cas des abeilles sauvages et ce qui n'est pas le cas des oiseaux sauvages. Donc on ne peut pas remplacer la perte de pollinisation, cette perte de fonctionnalité écologique, en réintroduisant abusivement et en surdensité une espèce domestiquée. Et là se pose le problème de la densité des ruchers et donc l'impact de l'apiculture moderne qui vient renforcer
les effets de milieux dégradés, de perturbation, de perte de ressources et de nidification des abeilles sauvages qui vient perturber l'alimentation par la spoliation de la nourriture, par la transmission de maladies. Et donc, c'est encore une fois un partage du territoire. On doit laisser de la place de la nature, on doit laisser de la place aux fleurs, la place aux haies, on doit laisser la place évidemment aux abeilles mellifères, mais aussi aux abeilles sauvages. Donc aujourd'hui, les scientifiques, et vous en parlerez dans la prochaine session, nous indiquent clairement qu'on peut avoir des ruchers qui sont séparés, où il faut réduire la densité, autour desquels les pollinisateurs sauvages peuvent se déplacer. Je pense que c'est un véritable niveau d'échelle. On doit intervenir à une grande échelle et passer à une vitesse supérieure. Aujourd'hui, on a tout un tas de petites mesurettes qui sont intéressantes, prises ponctuellement, mais qui n'agissent pas. Et là aussi, les méta-analyses montrent que ce n'est pas à l'échelle d'une exploitation, ce n'est pas à l'échelle d'un ensemble d'exploitations, mais que c'est à l'échelle d'un paysage qu'on doit agir. Et donc, vos réserves naturelles sont quand même l'élément majeur sur lesquels on se base, sur lesquels on se connecte pour pouvoir rétablir une colonisation des milieux annexes. On a besoin de vos réserves, on a besoin de cœurs de réserve dans lesquels il y a, et c'est un grand malheur, et je ne m'attaque absolument pas aux apiculteurs, je tiens à le dire haut et fort, les apiculteurs et l'apiculture n'est pas responsable du déclin des pollinisateurs et des abeilles sauvages. Mais en l'état actuel, je pense qu'il est important que le cœur des réserves naturelles ne soit pas soumis à la pression de l'abeille domestique pour bénéficier d'espace de vie et de maintien des populations d'abeilles sauvages. C'est horrible qu'on en soit arrivé là. Il va falloir qu'on modifie le milieu agricole, il va falloir qu'on modifie le milieu périurbain, qu'on modifie le milieu résidentiel pour pouvoir y mettre à nouveau des ruches et pouvoir produire des produits de qualité. Je te remercie, Hugues. Donc, on va pouvoir approfondir toutes ces questions. Je regarde, il n'y a pas de main levée, donc n'hésitez pas. Vous levez votre main, je vous donne la parole.